Je vais vous parler d'une situation qui est assez commune, c'est celle de ne pas savoir pourquoi on se retrouve dans une situation dans laquelle on ne sait plus si on doit quitter l'autre, si on doit rester, on fait plus la part des choses et c'est très compliqué d'avoir des réponses à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on va voir ce soir, c'est la confusion que le temps de connexion avec la personne met pour qu'on puisse en fait se rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas et de est-ce que je peux continuer avec cette personne-là ou pas. Mais là, du coup, ça va être plutôt du point de vue souvent des personnes qui me consultent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi pour qu'à un moment donné, on ne sait pas comment on en est arrivé là dans notre couple. Voilà. Donc ça va être un cheminement très logique parce que en fait déjà moi j'ai un besoin de structure qui fait que j'ai besoin de raconter les choses et expliquer les choses de façon très logique. Moi j'en suis arrivée là, c'est que donc la plupart des personnes qui sont en relation toxique, parce que faut savoir que déjà quand on se pose la question de savoir comment on en est arrivé là, c'est qu'il y a une toxicité dans la relation, parce que sinon évidemment on se pose pas de questions. Et donc les personnes souvent elles n'ont pas compris pourquoi, elles doutent d'elles-mêmes. Elles ne savent plus si elles doivent partir ou rester. Elles ne se reconnaissent plus. Voilà, ça c'est souvent la plupart du temps les mots que j'entends, c'est voilà, mais je me reconnais pas, j'ai eu telle réaction, je me reconnais pas, je ne sais pas. Il y a beaucoup de confusion en fait chez les personnes que je reçois. Donc déjà, ça touche en fait plusieurs endroits cette confusion et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc au début, on a nos valeurs qui sont là et puis progressivement, on va les mettre de côté de façon temporaire. C'est-à-dire que pour certaines choses qui vont pas nous convenir dans la relation, on va se dire c'est pas grave, ou il ou elle ne le fait pas exprès, ou je peux comprendre. Par exemple aussi, j'ai eu des personnes dont le compagnon ou la compagne avait menti, qui se disaient même que c'était elle qui interprétait les choses, ces personnes-là. Ou alors qui ne sont pas sûrs. Il y a ce besoin d'avoir confirmation, d'avoir des preuves, parce que en fait sinon on ne se croit pas en fait, on ne se fait pas confiance par rapport à ce qui se passe et par rapport à nos valeurs, nos limites, et donc c'est ça qui fait perdre confiance en soi et l'estime de soi. Donc voilà, donc j'étais en train de dire que souvent la relation elle vient tacler nos valeurs et que de façon momentanée on va se dire c'est pas grave, on va mettre de côté. Et en fait, les valeurs dont je parle, c'est donc le respect. Alors le respect, c'est un peu global comme terme, parce qu'en vérité, le respect, c'est toujours par rapport à nos limites et par rapport à nos valeurs. La loyauté, l'authenticité, la sécurité et la réciprocité. Et en fait, au fur et à mesure, petit à petit, on apprend à vivre contre elle, c'est-à-dire en disant ça c'est pas grave, non mais ça va, il a fait qu'une fois ou elle a fait qu'une fois, etc. On apprend en fait à se trouver des excuses encore plus, on apprend à contrecarrer ça. Et donc on se discrédite pour maintenir le lien. Donc vous voyez, c'est là encore la dépendance à la relation, c'est que on va nous-mêmes discréditer nos valeurs, discréditer nos limites pour pouvoir maintenir ce lien. Donc ça va toucher aussi, donc pas que l'estime de soi, ça va toucher aussi les besoins fondamentaux. Alors je vais vous expliquer en fait en des détails aussi et un petit peu on va faire un peu de neurosciences ce soir. Donc un être humain ne s'attache pas à quelqu'un parce qu'il est toxique, il s'attache parce que ses besoins fondamentaux sont activés. Donc les besoins dont je parle à ce moment-là, ce sont les besoins de sécurité affective, les besoins de reconnaissance, les besoins d'appartenance, par exemple l'appartenance à un couple, les besoins d'être choisi et les besoins d'être compris. Parce que quand une relation en fait commence, il y a 3 phénomènes qui se produisent. Donc là, le premier phénomène, c'est que le cerveau il détecte une opportunité de lien. Donc le cerveau limbique, il ne raisonne pas, il repère. Alors qu'est-ce qu'il repère? Il repère la disponibilité intermittente, les moments de proximité et les signes de connexion. Et donc tout ça, ces 3 choses-là, ça suffit pour activer le système d'attachement. C'est-à-dire que ça suffit pour activer l'attachement qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne. La deuxième chose,
le deuxième mécanisme, c'est l'intermittence aussi qui active cet attachement. C'est-à-dire que ça va être les chauds-froids, ou alors ça va être aussi les moments où la personne va être très présente et puis des fois mise en retrait. Et donc cette intermittence, ça fait sécréter de la dopamine, qui est l'activateur émotionnel. Et c'est un peu comme, vous savez, en fait, les machines à sous, c'est complètement irrégulier. Vous voyez, quand il y a des pièces qui tombent, des fois il y a des pièces qui tombent pas. C'est un peu comme aussi l'addiction, par exemple, au téléphone avec les notifications qui arrivent. Des fois j'ai des notifications, des fois j'en ai pas, mais vous voyez, on a ce réflexe d'aller regarder. Voilà, donc ce sont que des relations addictives. En fait, ça crée ces chauds-froids et comment dire, cette sécrétion hormonale de dopamine, ça crée une forme d'attachement en fait. Voilà. Et donc à partir de là, donc le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance, le besoin de lien, le besoin d'être compris ne sont plus nourris par nous-mêmes, mais ils sont conditionnés par l'autre. C'est-à-dire que c'est le moment en fait où on passe le flambeau, c'est-à-dire plutôt que de s'occuper de nous-mêmes pour nous, on va nourrir ses besoins à travers la relation. Et donc ça devient plus un choix, mais une bascule automatique. Donc ce n'est pas parce que l'autre donne beaucoup que les besoins s'activent, c'est là où on fait parfois aussi des confusions, c'est parce que le lien devient incertain. C'est-à-dire qu'en gros c'est un peu comme une drogue, d'un coup, on va ressentir que si la personne n'est plus là, nos besoins ne sont plus comblés. C'est un peu ça, des fois, cette impression de quand on dit tu me manques, c'est quand on ressent ça très fort, c'est que justement on a fait basculer nos besoins dans les mains de l'autre, littéralement. Et donc ces besoins ils peuvent être activés donc par l'abondance, mais aussi par le manque. Et c'est là aussi où on voit, parce que moi j'ai des personnes qui me disent oui il est évitant, mais bon au début ça se voyait pas, mais justement c'est ça qui a fait un peu l'alternance, ou peut-être que la personne a été évitante d'entrée, mais justement le manque a fait que on nous a donné des miettes, et du coup ces miettes créent une forme d'addiction dans le lien. Donc vous voyez, ça a rien à voir avec l'amour. Quand les besoins sont activés à travers la relation, on observe souvent des déséquilibres fréquents. Donc les conséquences de ça, c'est qu'on dort moins bien, parce que des fois il y a des moments de rumination, on est dans l'attente de messages, il y a une anxiété nocturne, il y a aussi qu'on réorganise tout notre temps libre au fil du temps, au fil de la relation autour de l'autre. Donc soit on va être en disponibilité permanente, ou en anticipation de garder des moments de libre pour être avec l'autre. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je retrouve hyper fréquemment. C'est-à-dire que on s'est mis en couple avec quelqu'un, la vie sociale, on la nourrit plus comme avant, etc. Hop, on la met de côté. Et ça rend encore plus dépendant, parce que du coup, on met le poids de tout ce que ça nous apporte en termes de besoins, d'avoir une vie sociale. On met ça sur le dos de la relation qu'on a. Ensuite, on abandonne donc certains loisirs. Ce qui faisait plaisir avant perd de l'intérêt. Le corps est plus tendu, donc petit à petit, le corps il commence à fatiguer, douleur. On mange moins bien aussi, on a moins d'équilibre alimentaire, voire peut-être même pendant les relations qui deviennent toxiques, on peut avoir aussi une forme d'addiction au sucre. Voilà, parfois pour compenser le manque. Parfois pour apaiser peut-être dans les moments de tension du couple. Et en fait ces signaux ils sont pas anodins parce qu'ils indiquent que la relation est devenue un centre de régulation. C'est-à-dire que c'est central pour nous, et ce qui est dangereux c'est que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que c'est plus nous qui maîtrisons nos besoins, ça passe au travers de la relation. D'ailleurs, les récepteurs au niveau du cerveau sont les mêmes pour le plaisir et pour la douleur. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, moi qui ai été infirmière pendant longtemps, j'ai travaillé un petit peu en réanimation pédiatrique, et aux bébés, pour éviter qu'ils aient mal, on leur donnait du glucosé 30, ça s'appelle du G30, et en fait c'est en gros du sérum physiologique avec 30% de sucre dedans pour apaiser en fait la douleur, pour éviter tout ce qui était médicamentation. Voilà.
Donc, vous voyez, au niveau du cerveau, il y a quand même beaucoup de choses qui se produisent dans le phénomène de, comment dire, de dépendance et d'attachement. Ensuite, donc, ce que je voulais dire par rapport à tous ces signaux, par rapport à nos besoins hein, qui sont perturbés, c'est que la relation, elle devient un lieu de survie émotionnelle plus qu'un lieu de choix. C'est-à-dire que comme l'autre comble nos besoins, ça devient, ce lien-là, il devient quelque chose d'essentiel, de vital presque même, puisque inconsciemment nos besoins sont comblés par la relation. Et donc il y a, oui, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de personnes donc confondent aimer quelqu'un et se sentir en sécurité avec quelqu'un. Donc ensuite dans ces relations-là, les relations qui deviennent au fil du temps pas saines, plus saines, c'est que souvent nos émotions, on va les ignorer, c'est-à-dire qu'on va les mettre complètement de côté. Donc dans les relations toxiques, les émotions, elles ne sont pas absentes, elles sont ignorées. On va trouver pour ça, on est les rois des excuses, de trouver des excuses à l'autre à ce moment-là, parce que la relation est tellement vitale que quelque part, on va se dire non mais c'est pas le bon moment pour lui dire, ou alors on se sent pas légitime à pouvoir s'exprimer parce qu'on va se dire ben non mais si je lui dis ça veut dire que je suis trop jalouse, ou alors on se dit il ou elle ne l'entend pas et c'est pas grave, on passe au-dessus quoi, voilà. Et donc ça par exemple ce sont des exemples d'émotions qui sont pas du tout gérées, qui sont pas du tout entendues. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent non mais là tu comprends Audrey, je voulais pas lui en parler parce que sinon ça allait gâcher la soirée, et déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour être avec cette personne là, et voilà par exemple, ou alors la personne en face elle sait qu'elle va avoir un retour de bâton un peu entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va lui dire mais t'exagères, ou qu'on va lui faire un reproche en contrepartie et tout ça, et donc au fil du temps par rapport à ces émotions là, eh bien, en fait, on les garde, on les cumule à l'intérieur de soi, et surtout, on n'en parle pas, on les met sous le tapis. Donc, les conséquences de ça, c'est que ça crée du malaise dans la relation, ça crée de la confusion, parce qu'on sait plus où on en est, au final, puisqu'on n'écoute pas nos émotions, on n'écoute pas les besoins qu'on a, on ne les suit pas, et donc, du coup, ça crée de la confusion. Ça peut créer aussi de la tristesse, de la peur, et aussi de la frustration. Mais, et c'est là le mécanisme aussi un peu vicieux, et ça me fait rire parce que souvent j'ai beaucoup de personnes justement qui sont dans le mental, parce qu'on a plusieurs profils, on a plusieurs profils différents, mais c'est vrai que souvent, en fait c'est une tendance de la population française, parce que moi j'ai fait des formations en processcom, et nous les Français on est beaucoup dans le mental apparemment. Dans d'autres cultures et dans d'autres pays, on est dans d'autres centres, mais nous, on est beaucoup dans le centre mental. Et donc à ce moment-là, le mental, on va dire, c'est tout ce qui est le système de pensée. En fait, il comprend. Et donc, comme on comprend, eh ben, on va pas écouter le corps. Donc, écouter le corps, c'est écouter ses émotions aussi, parce que en fait, les émotions, c'est tout dans le corps. Les émotions, ça vient de ex movere, c'est-à-dire se mettre en mouvement. Donc, ça veut dire que normalement, quand on a une émotion, il y a quelque chose à faire et quelque chose à mettre en place. Voilà. Et donc voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas l'absence de lucidité en fait qui enferme, mais c'est ça qui rend un peu dingue, parce qu'on se dit mais je comprends tout. Et pourtant, je suis pas bien, et pourtant ça va pas. Et donc en fait, c'est ce qui va pas bien, c'est que c'est la dissociation entre ce que je ressens et ce que je m'autorise à apprendre, ce que je m'autorise à faire. Voilà, entre ce que je ressens, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, c'est-à-dire non, je suis pas trop contente, ou je me sens frustrée, ou ça va pas. Et ce que je devrais dire, ou ce que je devrais faire, ou eh bien du coup on se dissocie complètement. Ça fait aussi partie des schémas, des mécanismes de l'abandon. Enfin l'abandon, la blessure d'abandon. Donc oui, voilà, je m'autorise pas à prendre ça au sérieux en fait, à vraiment le prendre en considération. Et en fait, le vrai moment où tout bascule, ce n'est pas quand l'autre dépasse une limite, c'est quand tu commences à te taire là où au départ tu aurais dû parler. Déjà là, il y a un truc qui bascule, parce que ça va être un mode de fonctionnement sur toute la relation. C'est-à-dire que
systématiquement, après, on va prendre l'habitude justement de se taire et de garder, et de garder, et de garder, et de garder. Et donc, voilà. Donc après, il y a un autre programme interne invisible qui joue aussi là-dedans dans le fait que on s'autorise pas à s'affirmer. C'est que il y a le fameux je t'aime si. Alors ça peut-être que vous en avez entendu parler. Donc beaucoup de personnes ne restent pas parce qu'elles aiment trop. Elles restent parce qu'elles ont appris très tôt je suis aimée si. Et derrière on peut mettre tout ce qu'on veut. C'est-à-dire je suis sage, si je m'adapte, si je ne fais pas de vagues, si je comprends l'autre. Je sais pas si ça vous rappelle un peu des souvenirs dans l'enfance, mais voilà. Tu es valable à mes yeux et je t'aime si t'es sage. Je t'aime si t'as des bonnes notes. Je t'aime si... Voilà. Et comme ça, en fait, du coup, on est surentraîné à faire ce qui s'appelle du people pleasing. Alors ça, c'est le nouveau terme à la mode. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai entendu que récemment et dans mes formations, j'en avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que on se conforme aux attentes des autres pour leur faire plaisir, mais surtout pour se sentir aimé, pour qu'on nous aime. Voilà. Et donc, c'est pas une gentillesse naturelle excessive, c'est une stratégie de survie relationnelle. Et ça, en fait, c'est une stratégie de l'enfance, évidemment. La survie relationnelle, pour pas être abandonné, un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plier aux demandes de ses parents. Donc ça, c'est bien ancré aussi en nous. Voilà, j'ai fini ma première page. Ben, on arrive un petit peu vers la fin. Alors, à un moment, ce mécanisme enferme dans une posture de victime. Parce que voilà, il y a aussi cette histoire de... Du coup, ça nous fait rentrer dans un triangle de Karpman. C'est-à-dire que c'est pas par volonté, ni consciemment, mais parce que tout notre pouvoir, en fait, on le met à l'extérieur de nous. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se sent subir l'autre. Et donc, tant que le problème c'est l'autre, on attend que l'autre change. Et tant qu'on attend, on reste. Et donc, on se retrouve dans une impasse. Voilà, parce que on est dans l'attente que l'autre change, on est dans l'attente que l'autre change son relationnel avec nous. Et donc c'est comme ça aussi qu'on reste parfois pendant très très longtemps dans des relations qui nous correspondent absolument pas. Et que aussi, puisqu'on met un peu tout sous le tapis, on fait pas le deuil de cette relation. On n'avance pas, nous, dans notre tête, parce que des fois, on repense au bon moment aussi. Moi, j'ai aussi des personnes qui me disent, mais au début, elle était pas comme ça, elle était pas comme ça. Et oui, mais sauf que aujourd'hui, on est à aujourd'hui, on n'est plus à, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les choses ont évolué et le bien-être et l'épanouissement, c'est chaque jour en fait. C'est chaque jour qu'on est responsable de nos propres besoins et d'y faire attention. Et donc voilà. Et donc en fait, derrière tout ça, il y a deux peurs centrales. Donc c'est la peur de l'abandon et la peur du rejet dont j'ai parlé dans 2 lives précédents. Et donc ces peurs, elles sont plus fortes que la souffrance présente. Parce qu'elle réactive quelque chose de très ancien. Après, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que le prix de rester dans ce type de relation, ce n'est pas seulement la souffrance, c'est le temps, c'est des années de vie émotionnelle passées à attendre une version de l'autre qui n'arrivera pas. Et donc ça, c'est vraiment un phénomène que je vois très fréquemment et ça donne, par exemple, comme réflexion chez mes clients, c'est si j'avais su tout ça avant. Si j'avais fait ce travail-là plus tôt, j'aurais pu me rendre compte des choses. J'aurais pu réagir plus tôt. J'aurais pu ne pas perdre de temps dans cette relation. Voilà, ça donne plein de choses comme ça. Et donc pour éviter de se sentir complètement perdu, parce qu'au plus on passe de temps aussi, au plus il y a de confusion dans est-ce que c'est ma responsabilité, est-ce que c'est celle de l'autre, et que ben voilà. Du coup, voilà. Donc comprendre ce que je viens de décrire est essentiel. Mais comprendre ne fait pas sortir d'une relation toxique. Voilà, ça il faut savoir, c'est très important parce que justement, c'est le même mécanisme que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on comprend, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sort pas de la relation. Et donc là, j'ai envie de pointer le doigt sur quelque chose. Si ceux à qui je viens de parler comprennent ce que je viens de dire, connaissent ces mécanismes déjà, etc., mais qui me disent je m'en sors pas, je me sens bloquée, etc. C'est là où en fait il y a autre chose derrière à travailler et que c'est pas une histoire de compréhension et que si vous vous fourvoyez à toujours vouloir comprendre les choses et que vous croyez que c'est le fait de comprendre qui va vous sortir de ces mécanismes-là, ben c'est une erreur en fait, c'est une erreur. C'est pour ça que moi je me bats tout le temps pour dire
C'est comme un genre de rééducation, sortir de la dépendance à la relation, sortir d'un attachement souffrant, etc. Ça demande à rééduquer plein de choses, à prendre conscience de plein de choses, mais surtout prendre conscience pas pour comprendre, prendre conscience pour se mettre à agir différemment. Parce que c'est la seule solution de se mettre à penser différemment et à agir différemment pour pouvoir sortir de ces relations-là. Et donc c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que comprendre ce que je viens de décrire est essentiel, mais comprendre ne fait pas sortir d'une relation toxique parce que ces mécanismes ne sont pas logiques, ils sont relationnels. Et que sans cadre extérieur, on reste prisonnier de ce que l'on comprend très bien. Voilà, c'est-à-dire que moi, quand je reçois les personnes en rendez-vous, j'ai pas des idiots en face de moi. Hein. Ils ont tous déjà compris. En fait, les mécanismes, ils se sont déjà vus fonctionner. Ils ont déjà compris qu'ils manquaient de confiance en eux. Ils ont compris qu'ils se mettaient trop de côté. Ils ont compris déjà tout ça. C'est pas le problème de le comprendre. Le problème, c'est comment je change en fait. C'est qu'est-ce que je change concrètement pour sortir de ce mécanisme-là. Voilà. Moi, c'est ça que j'apprends aux personnes petit à petit et pas à pas. C'est comment je reprends le pouvoir sur ma vie, sur mes choix, sur mes décisions. Comment j'éclaircis mon paysage par rapport à ce que je vis aujourd'hui, même dans une relation. Hein. Moi, il y a plein de gens qui viennent faire l'accompagnement et qui sont déjà en relation avec quelqu'un, mais sauf qu'ils savent plus où ils en sont. Et donc, ils comprennent que profondément, ils ont un travail à faire pour vraiment réussir à trier, comme on dit, le bon grain de livret, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc ma conclusion par rapport à ça, par rapport à ce que je voulais vous transmettre, c'est que si vous vous êtes reconnu ce soir, il y a un moment où la question n'est plus pourquoi j'en suis arrivé là. La question, elle devient est-ce que je continue seule ou est-ce que j'accepte un cadre pour changer de posture. Et ça, c'est le sens de mon groupe, du groupe privé que j'ai créé. C'est-à-dire que c'est pas qu'un espace pour comprendre. C'est un espace aussi pour se repositionner. Voilà. Et après, c'est à chacun de choisir. Mais en fait, ce qu'on cherche souvent, je vais poser un peu mon cahier pour discuter un petit peu avec vous. Ce qu'on cherche souvent, c'est beaucoup à comprendre. Et on reste dans ce mental. Et c'est à ça pour moi que ça sert, en tout cas le coaching que moi je pratique. C'est sortir de ce mental, à chercher toujours à comprendre pour se mettre à agir différemment et aussi à voir les choses sous un autre angle. Parce que les choses, en fait, quand les personnes, elles arrivent à un moment donné où elles prennent un rendez-vous avec moi, elles ont déjà compris. Elles ont déjà tout compris. Elles ont déjà tout analysé, etc. Leur problème, c'est pas ça. C'est qu'elles se retrouvent bloquées. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des choses à apprendre, des nouvelles choses à apprendre. Il y a à apprendre à se connaître soi-même. Il y a à apprendre à fonctionner différemment par rapport à avant. Ça demande à sortir de sa zone de confort puisque ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Donc ça va demander forcément à changer de comportement. Ça va forcément demander des efforts. Voilà, Vanessa, coucou. Audrey, oui, c'est ça la compréhension. Là, rapidement, le passage à l'action est plus complexe. Et oui, le passage à l'action, il est plus complexe et puis surtout, il demande une multitude en fait de facteurs à modifier concrètement. C'est pas des trucs qui sont, en dehors de soi parce qu'au contraire, c'est revenir à soi. Mais quand on a été préprogrammé à mettre nos émotions sous le tapis, qu'on a tous ces schémas inconsciemment là et tout ça, s'en sortir tout seul, c'est vraiment compliqué, quoi. Merci Agnès pour ton retour aussi. C'est vrai que la compréhension ne suffit pas. Et non, ça suffit pas parce que oui, c'est une bonne chose de comprendre. Bien évidemment qu'il vaut mieux comprendre que de rien savoir et de pas comprendre. Mais le problème, c'est que c'est là où pour moi, il y a une limite. Par exemple, moi, ça a été ma limite en tout cas, c'est certain. Avec la thérapie classique, par exemple moi quand je suis allée chez des psys pendant des années et puis plusieurs psys en plus, hein, j'ai eu des psys de plusieurs courants et tout ça, mais je me heurtais toujours à ce moment où il y avait rien qui changeait, quoi. Et il y avait rien qui changeait, pourquoi? Parce qu'il y avait pas de passage à l'action, il y avait pas de changement, on m'a pas guidée en fait pour qu'est-ce que je dois changer concrètement pour changer mes résultats. Et en fait c'est ça les clés, c'est qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je dois apprendre sur moi. Et qu'est-ce que je dois changer concrètement pour réussir à avoir des résultats relationnels différents. Et c'est vrai que, c'est vrai que ça fonctionne du tonnerre. Moi, franchement, quand j'ai commencé à faire mon programme d'accompagnement, maintenant c'était il y a 4 ans avec les personnes, je leur ai vraiment transmis en fait mon cheminement sans savoir vraiment au départ à quel point j'allais avoir des résultats avec des personnes et surtout à quel point c'est pas tant mes résultats à moi, ce sont les résultats des personnes pour elles dans leur propre vie.
Et là, ben, j'ai démultiplié du coup en 4 ans les expériences avec les personnes que j'accompagne. Et vraiment, je vous assure, ce qui change tout, c'est le passage à l'action et c'est ce qu'il faut changer. C'est pas blablabla, c'est pas comprendre dans le mental. Oui, comprendre dans le mental, on en a un peu besoin. Mais en vérité, ce qui va changer votre vie, en fait, c'est vous. C'est comment vous allez passer à l'action, c'est comment vous allez changer votre mode de pensée. Parce que de parler, oui, ça fait du bien, ça soulage sur le coup. De temps en temps, vous allez avoir un conseil à l'emporte-pièce. Oui, ça va donner un petit peu des perspectives. Mais vraiment, modifier un mode de fonctionnement, ça demande de prêter l'attention à chaque endroit où je dois en fait changer, quoi. Et ça demande aussi quelqu'un qui vous voit à l'extérieur. Parce que moi, il y a aussi des personnes qui ne se voyaient pas fonctionner, qui étaient persuadées, voilà, même d'avoir tout analysé, d'avoir tout compris. Sauf que il n'y a pas de regard extérieur à soi. Et on est dans nos schémas, on ne se voit pas fonctionner. Et moi, je répète encore une fois, c'est pour ça que moi-même, une fois par mois, je me fais superviser. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne me vois pas fonctionner. Et je suis pas à l'abri d'un schéma qui revienne, je ne suis pas à l'abri, voilà, j'en sais rien. Donc je préfère me faire superviser, histoire de ne pas reproduire tout et n'importe quoi dans les transferts et contre-transferts qui se produisent entre moi et les personnes que j'accompagne, plutôt que de faire semblant que je sais tout, la sachante, la personne qui se positionne dans sachante. Non, parce qu'on se voit jamais dans notre globalité. Et il est là en fait aussi le plafond de verre quand on a compris plein de choses dans notre mental, mais qu'on voit que ça change pas et que nos résultats changent pas, c'est parce qu'il manque un œil critique. Alors pas critique dans le sens nous rabaisser, nous humilier ou être mauvais avec nous, hein, mais il nous manque un œil qui observe, qui décortique et qui analyse avec nous. Mais là tu vois, enfin moi c'est ce qui se passe comme ça pendant les séances avec les personnes que j'accompagne, quand on est dans la partie qui est assez active. C'est, tu vois, ben, quand on décortique ça, il s'est passé ça, ça et ça, mais quand tu me dis ça, quand tu me dis ce mot-là, déjà, là, t'es en train de te positionner comme ça. Et c'est ça qui fait avancer les gens, en fait. C'est ça qui fait avancer sur un mode de fonctionnement et sur ce genre de fonctionnement-là qui, inconsciemment, se met en place tout seul. Vous avez vu, hein, c'est des points de bascule, on est tous susceptibles, en vérité, de jouer ça et de rentrer très facilement et de glisser, là-dedans. Donc voilà, et tu disais quoi Vanessa? C'est exactement ça, la compréhension, et la première étape, le passage à l'action de tout petit rien, en repartant de soi, de ses besoins, de ses principes, valeurs changent tout. Et ouais, et oui Vanessa, de toute façon toi tu le sais, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment ça, mais aller vraiment creuser dans le fond pour être le plus précis possible dans ce que je mets en place après, et après ça va tout seul en fait, ça va tout seul. Mais c'est vrai que ça demande à ce qu'il y ait un regard extérieur, parce que nous-mêmes, on se voit pas fonctionner. Enfin, je vous le dis, moi honnêtement, je suis coach et je vous le dis, j'ai vraiment cette humilité de me dire, tu n'es pas à l'abri de pas te voir fonctionner en fait. Donc voilà, c'est pour ça que le regard extérieur est très important dans le sens décortiquer, analyser et puis surtout modifier le comportement qui est pas aligné. Et puis il y a le côté aussi soutien, parce que c'est difficile d'avoir le courage et la force aussi de changer certains comportements, hein. Quand ça va à l'encontre parfois de nos schémas inconscients, par exemple de mode sauveur, de mode non mais moi je dis rien, moi j'aime pas le conflit, je veux pas le conflit, et que ça commence à activer les peurs, que c'est important d'être accompagné, parce que sinon on le fait pas en fait, on le fait pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ce que j'ai expliqué. Le live, il était un peu plus court que d'habitude, mais je trouvais que ces mécanismes-là, ils étaient un peu précis à expliquer, à discuter. En fait, voilà, on est dans la confusion parce qu'on se déconnecte complètement de soi et qu'on se voit pas. On se voit pas être déconnecté. Voilà.